Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Gaston Bachelard, la poétique de l'espace. S'il y a une philosophie de la poésie, elle doit naître et renaître à l'occasion d'un vers dominant. Un philosophe doit oublier son savoir s'il veut étudier les problèmes posés par l'imagination poétique. L'image poétique n'est pas soumise à une poussée. Elle n'est pas l'écho d'un passé, mais relève d'une ontologie directe. Le poète parle au seuil de l'être. C'est dans le retentissement que nous trouvons les vraies mesures de l'être d'une image poétique. Minkowski. L'image poétique échappe à la causalité. L'image émerge dans la conscience comme un produit direct du cœur, de l'âme, de l'être de l'homme, saisi dans son intellectualité. L'image poétique est variationnelle. Elle n'est pas, comme le concept, constitutive. On demandait aux lecteurs de poèmes de ne pas prendre une image comme un objet, mais d'en saisir la réalité spécifique. L'image, dans sa simplicité, n'a pas besoin d'un savoir. Le mot âme est un mot immortel, c'est un mot du souffle, modification du souffle chez les peuples selon Charles Nodier. L'âme possède une lumière intérieure, une vision. Le peintre est un producteur de lumière. Dans les poèmes se manifestent des forces qui ne passent pas par les circuits d'un savoir. Le poète pose le problème phénoménologique de l'âme en toute clarté. Pierre-Jean Jouvet écrit « La poésie est une âme inaugurant une forme, puissance première ». Le poème nous prend tout entier, saisi de l'être par la poésie. Résonance, retentissement. Une image poétique met en branle toute l'activité linguistique. L'image poétique nous met à l'origine de l'être parlant. Être nouveau de notre langage. Nous ne prenons plus l'image poétique comme un objet. Nous éprouvons sa valeur d'intersubjectivité. Créativité, où la conscience imaginante se trouve être très purement une origine. Le critique littéraire est un lecteur nécessairement sévère. Nous, par contre, à donner à la lecture heureuse, nous ne lisons ou relisons que ce qui nous plaît avec un petit orgueil de lecture mêlé à beaucoup d'enthousiasme. Tout lecteur refoule un désir d'être écrivain. La modestie refoule ce désir. Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur, dit que l'œuvre de Baudelaire nous concerne. Nous sommes partie prenante, le lecteur participe à cette joie de création que Bergson donne comme le signe de la création. À vivre les poèmes, on a l'expérience salutaire de l'émergence. La vie s'y désigne par sa vivacité. La poésie contemporaine a mis la liberté dans le corps même du langage, elle apparaît comme un phénomène de la liberté. Le vers a un mouvement, la poésie entraîne l'imagination, créant une fibre nerveuse. Vandenberg écrit « Les poètes et les peintres sont des phénoménologues nés ». La poésie donne des preuves de sublimation absolue. La conscience poétique est absorbée par l'image qui apparaît sur le langage. Cette image est sous le signe d'un être nouveau qui est un homme heureux. Heureux en parole, malheureux en fait. La sublimation est une fuite vers la hauteur. Ses souffrances, le poète offre le bonheur de parole. Le poète crée des images que la vie ne prépare pas. Il s'agit de vivre l'invécu. Le poète est celui qui connaît, qui transcende et qui nomme ce qu'il connaît. Il n'y a pas poésie s'il n'y a pas absolue création. Jean-Pierre Jouvet. Le poète devient un cas clinique pour Carl Gustav Jung. Le non-savoir n'est pas une ignorance, mais un acte difficile de dépassement de la connaissance. C'est à ce prix qu'une œuvre est à chaque instant. Cette sorte de commencement pur qui fait de sa création un exercice de liberté. En poésie, le non-savoir est une condition première. Le poète associe les images. Lescure dit « L'artiste ne crée pas comme il vit comme il crée ».
L'imagination nous détache du passé et de la réalité, elle ouvre sur l'avenir. Avec l'image, nous tenons un véritable principe d'intégration psychologique. Croyant étudier les choses, on s'ouvre seulement à un type de rêverie. La raison est notre univers, nous vivons des fixations. La maison abrite la rêverie. Henri Bosco, par sa rêverie cosmique, apporte au lecteur un grand repos de lecture, participation à un onirisme profond, une rêverie. Les songes descendent dans un passé indéfini. George Sand dit qu'on peut classer les hommes selon qu'ils aspirent à vivre dans une chaumière ou dans un palais. La chaumière ouvre son cœur et son âme, la maison plus encore qu'un paysage et un état d'âme. L'enfant dessinera la maison qui abritera son bonheur. Le poète vit une rêverie devant les objets du monde. Toute intimité se cache, valeur du nid. Henri David Thoreau, où l'arbre est le vestibule du nid. L'arbre est un refuge, maison joyeuse qui est un nid vigoureux. La meilleure marque de l'émerveillement, c'est l'exagération. L'homme né de la pierre et la coquille nous suggère les rêveries de l'être mixte. Dialectique du petit et du grand. Le frère jésuite Kercher prétend que sur le rivage de la Sicile, les coquillages de poissons qu'on a réduits en poudre renaissent et se reproduisent si on arrose d'eau salée cette poussière. Ces faits d'imagination s'attachent à des allégories qui traversent les âges, symboles de résurrection où on joint le caractère synthétisant des rêveries, des puissances de la matière. La maison qui grandit à la mesure de son hôte est une merveille de l'univers. L'abbé de Vallemont conclut que les coquillages sont des sublimes sujets de contemplation pour l'esprit. Spirale. Le limaçon est toujours chez lui, en quelques pays qu'il voyage. Image du Bernard l'ermite qui habite les coquilles abandonnées. Le rêveur est heureux d'être triste, content d'être seul et d'attendre. Sur ce fond lointain, l'enfance revient. Fait poétique qu'un rêveur puisse écrire, qu'une courbe est chaude. Mais de combien nous prive de rêverie la lecture linéaire. Le conte est une image qui résonne, les images passent sans peine du petit au grand et du grand au petit. La rêverie n'est pas géométrique. Le macrocosme et le microcosme sont corrélatifs. Toutes les fleurs parlent, chantent, même celles qu'on dessine. Aimer jouer avec les mots, avec les impressions les plus éphémères, nous avouons notre volonté de rester superficiel. L'immensité intime, tout est lumière, douceur et sagesse, intensité de l'être qui se développe dans une vaste perspective. Rien n'exprime mieux le caractère intime de la notion d'immensité. La grandeur progresse dans le monde à mesure que l'intimité s'approfondit. L'espace est pour le poète comme le sujet du verbe, se déployer, du verbe grandir. L'immensité dans le désert vécu retentit en une intensité de l'être intime. Philippe Diollet dit qu'il faut vivre le désert tel qu'il se reflète à l'intérieur de l'errant. Il dit aussi que celui qui a connu la mer ne pouvait plus redevenir un homme comme les autres. Toute image a un destin de grandissement. Un poète dira discrètement « J'habite à la tranquillité des feuilles, l'été grandit ». Jean Lescure. Dialectique du dehors et du dedans, l'image du poète est une folie expérimentale. Rilke écrit « Les œuvres d'art naissent de ce qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au point que nul humain ne peut dépasser. L'imagination est la faculté la plus naturelle qui soit. De vers en vers, le poème grandit, augmente son être. » Gaston Bachelard, la poétique de l'espace. Merci.